Bienvenue Benjamin Morel. Bonjour. Alors j'imagine que vous êtes très sollicité en ce moment autour de vous sur toutes ces questions. La crise politique a en effet un peu rempli l'agenda. Je dois vous avouer qu'actuellement, la France se pose pas mal de questions. Mais alors en fait, ces crises politiques, on a quand même l'impression qu'on en a de plus en plus. Enfin, depuis les années 80, ça bouge dans tous les sens. Je voudrais vous demander pourquoi. Comment on peut en arriver là ? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont liés au schéma partisan. Jusque dans les années 80, 90, début des années 2000, on a une bipolarisation de la vie politique. Et cette bipolarisation, avec tous ses défauts, avec tous ses problèmes, instaure une forme de stabilité. Et cette forme de stabilité qui induit un phénomène d'alternance, aujourd'hui est terminée. On parle beaucoup de cette Assemblée nationale qui n'aurait pas de majorité. Si l'Assemblée nationale n'a pas de majorité, c'est tout bêtement parce que notre mode de scrutin, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, ne produit de majorité qu'à condition que vous ayez cette bipolarisation. Si vous sortez de cette bipolarisation, eh bien vous avez une situation politique qui devient beaucoup plus illisible et parfois beaucoup plus complexe à régler. L'autre élément, c'est qu'on vit une crise globale de nos démocraties. Aujourd'hui, si vous regardez des États-Unis à la Pologne, du Portugal à la Suède, personne réellement ne va bien. C'est un problème de structuration de l'espace public, c'est un problème également de fonte des classes moyennes. La base de la démocratie, ce sont des classes moyennes à la fois fortes et en voie d'ascension sociale. Aujourd'hui, on a plutôt l'inverse. Ouais. Et puis, c'est de l'autre côté le sentiment que le politique ne peut plus agir sur le réel, ce qui produit 2 choses, l'abstention d'un côté, le populisme de l'autre. C'est un sentiment ou une réalité que le politique ne peut plus agir sur le réel ? C'est en partie une réalité. C'est une réalité dans le sens où, naguère, vous aviez de grandes décisions politiques et qui, à coup de services publics, d'investissements publics, pouvaient produire un effet beaucoup plus classique, beaucoup plus lisible. Aujourd'hui, cet effet est beaucoup plus compliqué à envisager parce que vous avez une interaction entre acteurs, notamment au niveau transnational, avec évidemment l'Union européenne, la mondialisation, qui fait que la réalisation d'une politique publique à la suite d'une décision politique est beaucoup plus complexe à envisager. Et donc, ce faisant, si je juge que le politique ne peut pas régler le réel, que ne peut pas changer le réel, l'État, il ne faut pas être statolâtre, l'État, ce n'est pas une fin en soi, l'État, c'est l'instrument que le souverain se donne pour changer collectivement le destin des citoyens qui sont part de la nation. Si jamais vous constatez que l'État ne peut pas, soit vous vous réfugiez sur votre petit moi et vous vous abstenez parce que finalement, à quoi bon ? Soit vous vous réfugiez sur votre communauté. Et c'est l'un des ferments du communautarisme tel qu'on le définit aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le repli identitaire du 19e siècle, etc. Ce qu'on appelait l'holisme, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, ce repli communautaire qui va être une réponse à ça. Ou bien je cherche un caudillo, quelqu'un qui va me dire, écoutez, c'est simple, le problème c'est le système. Et le système, si j'arrive à le turbuler, si moi j'arrive au pouvoir, vous verrez ce que vous allez voir, le politique pourra agir à nouveau. Et évidemment, là, vous avez les extrêmes, le populisme, voire l'autoritarisme qu'il y a derrière. Alors, puisqu'on connaît les causes du mal, et vous parliez en particulier de la non-bipolarisation de la politique ou du mode de scrutin, pourquoi on ne change pas tout ? Parce que ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes électoraux. Et ces phénomènes électoraux-là, on les contrôle relativement mal. La bipolarisation de la vie politique fonctionnait sur des fortes identités politiques. La guerre, dans les années 70-80, vous étiez de gauche, vous étiez de droite. Vous étiez un électeur communiste, François Mitterrand était au pouvoir, vous n'étiez pas très content, mais c'était la gauche. Vous étiez un électeur gaulliste, Valéry Giscard d'Estaing était au pouvoir, vous n'étiez pas très content, mais c'était la droite. Et donc, ce faisant, identité politique qui se répondait, et même si vous n'êtes pas au pouvoir aujourd'hui, demain, vous pouvez l'être. Et donc, ce faisant, vous nourrissez l'espoir que la médiation par le système politique des tensions politiques sera efficace. Aujourd'hui, c'est loin d'être aussi évident. Vous savez, quand vous faites un sondage d'opinion, vous avez tous vu des sondages d'opinion. Par exemple, pain au chocolat contre chocolatine. Lorsque vous sondez, évidemment pain au chocolat, lorsque vous sondez les Français sur pain au chocolat contre chocolatine, vous avez toujours une ventilation par parti politique. Combien d'électeurs LR, par exemple, disent chocolatine ? Et là, vous vous retrouvez avec 90% des électeurs LR qui disent pain au chocolat. Cette question-là dépend d'une question que vous n'avez pas vue dans le sondage, qui est de quel parti êtes-vous le plus proche ? Dans les années 2000, les sondeurs ont rajouté « ou le moins éloigné ». Il y a entre 4 et 6 Français sur 10 qui répondent à cette question. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'une grande partie des Français ne se sont pas affiliés politiquement, et quand vous rentrez dans le détail, vous voyez que ce sont les plus âgés qui répondent à cette question. Alors, ils ne se sentent pas affiliés, pourtant on n'a jamais eu autant de diversité politique, de courants différents. Il y a plein de courants, et le problème n'est pas d'abord un problème d'offre. On est le seul pays du monde, à ma connaissance, qui, lors des élections présidentielles, peut choisir entre 2 voire 3 tendances du trotskisme. Parce que vous avez au moins 2 partis qui présentent un candidat trotskiste. C'est très bien, mais ça vous montre que le problème n'est pas l'offre. Le problème, c'est la structuration de l'espace public et la manière dont cette offre est perçue. Si je pense que le politique ne peut pas agir sur le réel, eh bien je m'abstiens. Et si je pense qu'au fond, eh bien, l'identité politique n'a pas vraiment de sens, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans une capacité à comprendre et à expliquer des phénomènes politiques, eh bien à ce moment-là, je suis un électeur qui vote sur des slogans, sur des idées relativement vagues, et en plus avec un système présidentiel en France qui est très marquant. Nicolas Sarkozy disait « les Français sont monarchistes et régicides ». Là-dessus, il avait raison, dans le sens où tous les 5 ans, vous élisez un président de la République. Ce président va vous sauver. Mythe de l'homme sauveur et avatar de De Gaulle. 6 mois plus tard, il ne vous a pas sauvé. Vous êtes très déçu. Vous êtes très déçu. Et pendant 4 ans et demi, eh bien, vous allez attendre qu'un prochain sauveur vous sauve. Il ne vous aura pas sauvé au bout de 6 mois. Et cette situation-là crée également une forme de déception, mais en même temps d'accoutumance à cette idée que bientôt le sauvetage arrivera, qui fait que malheureusement une partie de l'électorat finit par s'en détourner et une autre finit par chercher un sauveur d'autant plus radical. Alors là, ça devient très complexe. Donc, ce n'est pas de la faute des politiques, c'est de la faute des Français eux-mêmes, de leur façon de voir les choses. Je ne sais plus comment on change les choses, en fait, là. C'est pas que la faute des Français, c'est pas que la faute des politiques. Encore une fois, personne aujourd'hui dans le monde occidental ne va bien. C'est une conjonction de plusieurs facteurs. Une rupture de l'espace public. Aujourd'hui, il y a une enquête qui était parue il y a quelques mois ou quelques années sur le platisme à l'école. Comment devient-on platiste? Et comment 12%... Comment peut-on encore aujourd'hui, au XXIe siècle, être platiste? Non mais ça, c'est parce que vous vous informez mal. Comment peut-on croire que la Terre est ronde? Admettons que demain, vous regardiez, comme ça m'arrive, parce que parfois je souffre d'insomnie, et donc je lance des reportages sur Internet. Vous tombez, parce que l'algorithme fait que vous passez d'un reportage sur Mars à un reportage sur le platisme, vous tombez sur un reportage platiste, où on vous explique que la Terre est plate. L'algorithme va produire ensuite, parce qu'il comprend que vous aimez le platisme, d'autres reportages platistes. Au bout d'une semaine de reportages platistes tous les soirs, vous allez rentrer sur un groupe Facebook sur eh bien, pourquoi la Terre ne serait-elle pas plate? Vous allez rencontrer des gens qui parlent de la Terre plate. Finalement, vos relations sur Internet vont tourner autour du eh bien, évidemment, la Terre est plate. Et au bout de 2 mois, vous allez vous poser cette question essentielle et tout à fait pertinente. Comment peut-on être rondiste? Il paraît qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est ronde, mais moi je ne les connais pas. Ces gens-là sont étranges. Ce qui est vrai, évidemment, de manière caricaturale pour le platisme, même si c'est un vrai fait, hein, sous l'Antiquité ou au Moyen-Âge, il y a un moment où on tombe si c'est plat. Enfin... Oui, mais il y a des murs. D'accord. Il y a des murs, j'en suis sûr. En fait, c'est pas absurde sur le platisme, parce que c'est vraiment le tourbillon qui fait que certains le deviennent, et qu'au bout du compte, vous n'aviez pas de platiste au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité par rapport à ce que l'on pense. Hein. Tout le monde savait que la Terre était ronde. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Mais ce qui vaut pour le platisme... C'est ça, c'est tous les sujets. ...vaut également pour les affiliations politiques. Si je suis mélenchoniste, macroniste, lepéniste, je suis également enfermé, à travers, qui plus est, chaînes d'information, etc., médias, eh bien, je suis enfermé dans un univers qui n'est pas l'univers de mon voisin. Naguère, vous aviez le JT. Le JT n'était pas parfait, mais on se retrouvait sur les mêmes faits. Et ensuite, on en discutait. On avait des interprétations différentes de l'insécurité, de l'économie, etc. Mais les faits étaient communs. Maintenant, les faits sont alternatifs. Selon mon fil Twitter, selon la chaîne d'information que je regarde, je ne vis pas dans le même monde et nous sommes en désaccord sur les faits. En France, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne. Et ça, évidemment, eh ben, ça crée une absence d'agora. Autrement dit, une absence d'espace réel du débat qui fait que j'ai une société de plus en plus clivée, fracturée, qui a du mal à se retrouver politiquement. Et pourtant, nos politiques jouent le jeu des réseaux sociaux, de cette hypermédiatisation. Ils s'en saisissent, ils n'arrêtent pas. Donc c'est un manque de responsabilité de leur part? C'est un manque de responsabilité, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes politique? Quand vous êtes politique et que vous êtes
ne faut pas stigmatiser les politiques. Les politiques font ce qu'ils peuvent la plupart du temps, et quand ils s'engagent parce qu'ils n'ont pas réellement intérêt à s'engager, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir riche, ne faites pas de politique. Si vous voulez être heureux, ne faites pas de politique non plus. Quand vous vous engagez en politique, la plupart du temps, vous avez certes une ambition personnelle, mais vous avez également une vision de l'intérêt général. Mais à quel niveau chacun se situe-t-il? En règle générale, les deux sont fusionnés. Mais cette vision de l'intérêt général, si vous voulez la faire prévaloir, il faut gagner. Si vous ne gagnez pas, c'est la vision de quelqu'un d'autre qui va l'emporter. Donc il faut gagner. Quelle est la façon la plus efficace de gagner? Si vous arrivez en disant aux médias, écoutez, moi j'ai un programme, ça fait 200 points. Point numéro 1, la réduction du déficit de la sécurité sociale. Point numéro 2, etc. Personne ne vous écoute. En revanche, si vous sortez une énormité, vous allez buzzer sur les réseaux sociaux. Vous allez exister. On va avoir des plateaux avec vous, et même des plateaux, gloire suprême, sur vous. Et là, tout d'un coup, vous pouvez être invité dans une matinale, dire donc voilà, l'énormité, en effet, c'est ça. Sinon, il y a le point 382 de mon programme, il est important. Si vous voulez faire exister ce programme, vous êtes obligé d'en passer par là. Ce qui induit une caricature du débat, parce qu'in fine, on ne retiendra pas le point 382 du programme. Donc vous voyez que c'est un élément plus essentiel, c'est une structure du débat public, une structure de l'espace public, un électorat désaffilié politiquement qui ne va pas aller chercher l'information dans le programme, qui ne le lira pas, qui fait que le politique stratégiquement, et d'un point de vue presque darwiniste, soit adopte cette option de communication, soit ne l'adopte pas, mais s'il ne l'adopte pas, il est inaudible, et donc il n'existe pas. Et en même temps, cette hyper présence de nos politiques sur les médias, les réseaux sociaux, dégrade l'image du politique. Ça dégrade en grande partie l'image du politique, mais si on veut voir un petit peu comment ça fonctionne, la plupart des gens qui sont sur Twitter regardent des bébés chats qui font de la balançoire, parce que c'est mignon et c'est sympathique. C'est plus mignon que les politiques. Alors vous n'avez peut-être jamais vu un politique qui fait de la balançoire, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Mais la plupart des gens qui parlent politique sur Twitter, ce sont des militants, la plupart du temps les plus extrêmes, des journalistes qui regardent ce qui se passe et des politiques. Résultat, vous avez affaire à un microcosme. Les gens normaux regardent les bébés chats et les politiques regardent les trolls. Et donc, ce faisant, comment s'informent les politiques et comment s'informe une partie des journalistes politiques? Sur le réseau social. Ce qui part sur le réseau social devient un thème sur les chaînes d'information. Et que font les grandes chaînes? Pour établir leur programme, elles regardent les chaînes d'information. Ouais. Vous faites monter les punaises de lit sur Twitter. Les punaises de lit deviennent le monodébat pendant une semaine sur BFM. Et que fait France 2 ? On ouvre, nous sommes envahis par les punaises de lit. Et ensuite, on change de sujet. Et ça, évidemment, crée une polarisation. C'est pas là non plus le procès fait aux journalistes. Les journalistes vont être tenus également là-dessus par des impératifs d'audience, par des politiques qui vont dire non, là c'est punaise de lit, les Français sont intéressés par ça, et donc ils vont être contraints également par le système. Mais vous voyez que ça sert à rien de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, réellement c'est telle politique qui est le problème, réellement c'est tel média, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus global dont aucune démocratie occidentale aujourd'hui n'a tout à fait trouvé la voie de sortie. Et globalement, si je résume, vous êtes en train de nous dire qu'en fait les Français vont élire celui qu'ils ont vu le plus, pas celui dont ils connaissent le programme. Donc pas de conviction réellement sur les programmes, pas de conviction politique, mais sur celui qu'ils ont vu et entendu le plus. J'aimerais vous dire que la sociologie politique montre que les Français lisent l'ensemble des programmes et d'un point de vue rationnel font un comparatif et qu'ensuite ils votent. Ce que montre la sociologie politique, c'est que plus vous êtes exposé médiatiquement, plus vous avez de chances d'être élu. C'est le principe d'ailleurs de la prime au sortant aux élections locales. On dit beaucoup, le bilan des maires ou des présidents de région est plébiscité. La plupart du temps, les compétences des collectivités sont trop complexes pour vraiment apprécier ce bilan. Mais il y a le côté, je le connais, et dès le moment où je connais le visage, j'ai confiance. Il en va de même dans une campagne présidentielle. Dans une campagne présidentielle, si vous êtes très haut au début de la campagne, vous avez un atout. Vous allez très rapidement monter dans les sondages, et en montant dans les sondages, les banques vont vous prêter plus facilement, ce qui vous permet d'investir pour être d'autant plus visible. En étant d'autant plus visible, vous serez d'autant plus haut dans les sondages, et c'est comme ça que fonctionne l'effet de vote utile, etc. Donc la visibilité, bien plus que les points de programme. Si vous commencez à promettre n'importe quoi, évidemment, ça va poser un problème. Et en même temps, comme vous nous dites que les politiques n'ont pas de capacité réelle, de capacité à agir sur le réel, je comprends les Français de ne pas lire les programmes. Alors attention,
Je n'ai pas dit que les politiques n'avaient pas de capacité à agir sur le réel. Mais la manière dont ils peuvent vendre l'action politique pour agir sur le réel n'est pas vue comme étant aujourd'hui efficace, au sens où la visibilité de la politique publique, les marges de manœuvre de la politique publique vont être trop contraintes pour être réellement perçues. Et il y a également un effet qui va être un effet de mise en visibilité de cette politique publique. En d'autres termes, naguère, lorsque le train arrive dans le village au XIXe siècle, je vois que le train est là. Aujourd'hui, comment est-ce que j'arrive à évaluer la politique du gouvernement en matière d'emploi? Je peux l'évaluer à travers les chiffres, mais les choses sont beaucoup moins concrètes. Et donc, ce faisant, la perception du politique et l'attribution du bon bilan aux politiques plutôt qu'à d'autres phénomènes va être beaucoup plus difficile à concevoir pour les lecteurs, ce qui fait que la plupart du temps, vous pouvez avoir un très très bon bilan, il n'est pas certain qu'il soit porté à votre crédit. Alors on est quand même dans une situation effectivement très particulière puisque on va élire ceux qu'on connaît le mieux. En même temps, globalement, on méprise un peu nos politiques. Comment est-ce qu'on fait pour redonner confiance aux Français dans la politique? Alors, redonner confiance aux Français dans les politiques implique, je crois, plusieurs éléments. Il faut penser réforme du système médiatique, on l'a évoqué, c'est-à-dire que là, il y a un vrai enjeu de construction de l'espace public. Il y a une question de réforme des politiques publiques, d'efficacité de l'action publique, de mise en avant de ce qui peut fonctionner, de comment le politique peut agir sur le réel. Et là, c'est une réflexion qui n'est pas d'abord politique, qui est d'abord une réflexion sur les politiques publiques. Et ensuite, il y a une question institutionnelle. Je ne suis pas un aficionado de la Ve République. Je ne pense pas que la Ve République soit le régime parfait, et encore moins qu'il y aurait un esprit de la Constitution qui ferait que les choses ne bougeraient pas. On fait du droit constitutionnel, on fait du politique, on ne fait pas du spiritisme, on n'est pas des sorciers. Et parfois, certains collègues se prennent pour des sorciers. Non, il y a des institutions et il y a des acteurs qui jouent dans le cadre de ces institutions. Ouais. Le problème, c'est que le jeu a changé, parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, le bipartisme politique, droite-gauche aujourd'hui, pour le pire ou pour le meilleur, c'est au moins à moyen terme du passé. Le modèle politique, les institutions doivent donc bouger. C'est ça, donc il faut changer le modèle dans lequel on évolue. On peut faire bouger quelques petites choses. Par exemple, on va bientôt débattre du mode de scrutin. Je suis personnellement plutôt favorable à la proportionnelle. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion et les analyses comparées, vous voyez que la proportionnelle, c'est plus 7 points de participation de l'électorat, plus 12 points chez les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ont un rapport beaucoup plus utilitariste au vote. Si je suis jeune et que je vote pour un parti politique qui n'a aucune chance d'être représenté à l'Assemblée, ou que je sais que, quoi qu'il arrive, le camp politique qui est le mien dans la circonscription va perdre, aller voter ne relève pas de la rationalité. J'ai perdu d'avance, donc je m'abstiens. Avec une proportionnelle, je représente beaucoup plus. Par ailleurs, on parlait des politiques publiques tout à l'heure. On a des études, notamment France, Allemagne, Italie, là-dessus. On dit beaucoup, avec le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, les Français sont plus satisfaits parce que, c'est un camp qui l'emporte sur l'autre. Prenez 2017. Emmanuel Macron obtient 60% des députés, mais il réunit sur ses candidats au premier tour 32% des votants, 17% des inscrits. Autrement dit, je peux gouverner avec moins de 2 électeurs sur 10. Et que font les 8 sur 10 autres? Ils font les gilets jaunes. Avec la proportionnelle, je fais un accord dans lequel j'ai environ 50% de l'électorat qui a voté pour un parti de la coalition. Alors certes, cet accord, il n'était pas prévu dès le départ, mais chaque parti de la coalition va dire « moi je suis un parti écologiste, ça, j'y tiens », et donc on le met dans le programme. « Moi je suis un parti de droite, ça, j'y tiens », donc on le met dans le programme, ce qui inclut, quand on prend les enquêtes comparées, beaucoup plus de satisfaction du point de vue de l'électorat. Encore une fois, pas de solution magique, Tous les pays d'Europe, à part nous et les Anglais, sont à la proportionnelle et ils ne vont pas non plus très bien, mais c'est l'un des éléments dont on a peur, une peur panique en France, alors qu'en fait on sait que ça améliore un peu les choses tout de même. Alors j'ai plein de questions qui m'arrivent, je vais vous les transmettre. Est-ce qu'on peut encore éviter la victoire des extrêmes en 2027 ou est-ce que c'est trop tard? Alors, pour raconter un petit peu les coulisses de notre pré-dialogue, j'ai dit que je déprimais les auditoires, en règle générale, et donc ce faisant, je vais essayer de ne pas trop le faire, parce que vous m'avez prévenu de ne pas le faire. Je pense que rien n'est écrit, objectivement. C'est-à-dire qu'on est dans un système politique qui est actuellement extrêmement mouvant.
Je reprends ce que je disais tout à l'heure sur les enquêtes d'opinion. La plupart des Français n'ont pas d'affiliation politique, ils n'ont pas de fidélité au vote. Si je suis un électeur communiste dans les années 70, je peux prédire de manière claire que la prochaine fois, je voterai communiste. Et donc les sondeurs et les politistes avaient un rôle à l'époque merveilleux, c'est-à-dire qu'il y avait une telle prévisibilité de l'électorat qu'on se basait sur ce qu'on appelait l'électeur médian qui, lui, de temps en temps, hésitait. Là, les électeurs sont très fluides, ils peuvent passer d'un point à l'autre, tout dépend quelle personnalité incarne et quels vont être les éléments de cristallisation du vote. Donc oui, il n'y a, je dirais, aucune fatalité à ce qu'un camp l'emporte sur l'autre. Je n'ai pas de visibilité à 3 semaines sur la crise politique. Inutile de vous dire que je n'ai pas de visibilité à 3 ans. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on a un effet de polarisation un peu partout en Occident, qu'on a des extrêmes qui ont pris le pouvoir, et que l'idée que si les extrêmes prennent le pouvoir, finalement, ils n'y restent pas parce que ils sont trop incompétents pour y rester, elle n'est accréditée par rien. Regardez le seul dirigeant européen qui l'a emporté lors des dernières européennes, elle s'appelle Giorgia Meloni. C'est un peu positif quand même, ce que j'ai dit. Super. Merci. Une question sur l'hypermédiatisation dont je parlais tout à l'heure. Nous avons pourtant vu des députés être élus alors qu'ils n'avaient aucune exposition médiatique. Parfois, ils étaient inconnus du public, juste par appartenance à un groupe politique. Comment on l'explique ? Eux n'étaient pas connus, leur leader, oui. Comment ça fonctionne la Ve République ? Pourquoi est-ce qu'on a des majorités absolues d'habitude ? En fait, et pourquoi est-ce qu'on a un président tout-puissant ? C'est le président de la Ve République, il est en fait en droit assez peu puissant. À part l'article 16, les pleins pouvoirs, la dissolution, on connaît ça depuis quelques mois, l'arme nucléaire, le président de la Ve République a en droit moins de pouvoir que son homologue de la Troisième. D'où vient son pouvoir ? Eh bien, je me vends comme président de la République avec un programme essentiellement législatif. Moi, président, je ferai ci, je ferai ça. Derrière, j'ai des élections législatives. On a donné les chiffres tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe lors des élections législatives ? J'ai un jeu de participation différentielle. En fait, l'électorat de l'opposition est malheureux, il est groggy, donc il reste chez lui. L'électorat de la majorité, lui, est heureux, il vient voter. Et c'est un mode de scrutin qui est très sensible à la participation différentielle. Si j'ai un électorat qui se mobilise plus qu'un autre, j'emporte des vagues majoritaires. Et ensuite, comme on a un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui tient l'Élysée, tient le Palais Bourbon, tient Matignon. Mais dans ce cadre-là, si je suis élu président de la République, derrière, je peux présenter à peu près qui je veux, il y a cet effet de vague. On va voter, en fait, dans le sillage de ces élections présidentielles, et ça va jouer. Lorsque je suis hors période présidentielle, ce qui va compter, c'est le leader d'opinion. Je ne vote pas pour tel candidat LFI, je vote Mélenchon. Je ne vote pas pour tel candidat RN, que je ne connaissais pas, je vote Le Pen. Je ne vote pas pour tel candidat La République En Marche, je votais Macron et maintenant je vote Attal parce que justement, substitution du visage qui permet de maintenir le capital électoral. Ça, c'est pas que franco-français. Si vous regardez ce qui se passe, la médiatisation là aussi des leaders a compté là-dessus. En Allemagne, je ne vote pas tant de CDU-CSU que je vote Merkel. En Grande-Bretagne, je ne vote pas tant Tories que je vote Johnson, etc., etc. Cette situation-là vient du fait que la personnalisation de la vie politique est très liée à un espace médiatique qui aujourd'hui donne un primat à l'image. Comment est-ce que vous voyez les prochaines semaines et mois de notre vie politique et comment une fédération comme la Fédération des hôpitaux privés, peut composer avec cette réalité ? Malgré ce que j'ai pu dire, je ne suis pas du tout un prophète du chaos. Je crois sincèrement qu'on va avoir une période de stabilité relative durant les prochains mois parce que tout le monde y a intérêt. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Comment est-ce qu'on explique le proto-gouvernement Barnier, dont on connaîtra peut-être les noms bientôt ? Le gouvernement Barnier tient sur 5 figures. Marine Le Pen, qui ne le renverse pas, Édouard Philippe, Gabriel Attal, François Bayrou, Laurent Wauquiez. Ce sont les 5 présidents de groupe qui acceptent de ne pas faire tomber le gouvernement. La force, c'est que chacun d'entre eux a intérêt pour l'instant à une stabilité politique. Le problème, c'est que tous veulent devenir président de la République et qu'il y a un moment où leurs intérêts divergeront et là, il y aura un problème. Là, en effet, on aura probablement une brisure. À court terme, ce n'est pas le cas. Et donc, dans ce cadre-là, on va légiférer à minima. Pour vous, il y a 2 textes qui vont compter, et ce sera probablement les seuls qu'on fera passer, c'est le budget de la Sécu et le budget de la Nation.
Dans ce cadre-là, il va quand même y avoir un jeu qui va être extrêmement intéressant, parce que d'habitude, ce sont des textes très ficelés. Ce sont des textes très ficelés pour une raison simple, c'est que le gouvernement arrive avec son texte, et que comme, pour des raisons techniques, un article qui est l'article 40 qui induit l'impossibilité pour les députés de proposer des dépenses nouvelles, ce sont des textes qui sont des textes bétonnés. On ne peut pas beaucoup y toucher. Là, comme le gouvernement arrive très très tard, les textes qui vont être proposés seront peu ou prou des reprises des lettres de plafond dont on débat beaucoup depuis quelques semaines. Si le gouvernement veut colorer politiquement son budget, il va devoir le faire par amendement. Et en le faisant par amendement, eh ben, il ouvre la voie à des modifications par les parlementaires, ou au moins à des rejets, qui va faire que la tête du budget au départ et la tête du budget à la fin ne sera peut-être pas tout à fait la même, et que donc le budget qu'on connaissait dès le mois d'octobre, là, son vrai visage, on le connaîtra peut-être qu'au mois de décembre. Alors, une information, peut-être pour contredire un peu vos propos optimistes. Je fais de mon mieux, vous êtes quand même cruel avec moi. Notre potentiel ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, qui est MoDem, donc réunion de crise en cours au MoDem. Une réunion des députés MoDem en visioconférence est en cours, a appris Le Figaro. Selon plusieurs participants, 80% du groupe refuse de participer au gouvernement Barnier. La présence de Bruno Retailleau et de Laurence Garnier, jugés trop droitiers sur le plan sociétal, serait l'un des principaux points de blocage. Donc notre ministre n'est peut-être pas encore arrivé. Alors c'est pas gagné, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, eh bien, il faut que l'ensemble des groupes dont on parle soutiennent le gouvernement. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est ça ou le chaos, pour deux raisons. D'abord parce que, eh bien, si jamais ce gouvernement devait être composé un petit peu plus tard, c'est qu'en effet, il y a des rapports de force internes au groupe. On n'est pas dans une situation où, comme naguère, Emmanuel Macron décide les yeux dans les yeux avec Alexis Collère de qui sera Premier ministre et de qui seront les ministres. Là, c'est une négociation dans laquelle chaque acteur fait monter les enchères. Hier, Michel Barnier en disant « Attention, si vous continuez, je démissionne ». Aujourd'hui, le MoDem, peut-être demain, le groupe Renaissance ou le groupe LR. Ce jeu-là de surenchère, c'est très... Il faudrait reprendre la table, la table ronde sur la médiation, c'est très classique dans ce jeu politique. Et chez nos voisins qui mettent du temps à faire les coalitions, c'est en règle générale, je dirais, monnaie courante. Dans le pire des cas, on a encore la solution du gouvernement technique. Les Italiens, on dit beaucoup, le gouvernement technique, c'est pas dans notre culture. Vous comprenez, nous Français, la culture politique, ça n'existe pas. C'est comme l'esprit des institutions tout à l'heure. Il faut arrêter avec cette idée de culture politique. On fait des coalitions dans les collectivités territoriales, c'est pas contre notre culture politique. Et vous savez, sous la 4e République, quand on voulait dire aux gaullistes « Non mais vous êtes hors sol », on leur disait « Vous savez, le présidentialisme, on a essayé qu'une fois sous la 2e République, ça a donné un empire, c'est pas dans notre culture politique. Mesdames, messieurs les gaullistes, allez vous rhabiller, ce que vous proposez est inimaginable en France. On est un vieux pays parlementaire. Vous avez un jeu politique et des institutions, les deux se combinent les uns avec les autres. Le gouvernement technique, qui pourrait être une possibilité pour faire passer le budget, c'était pas dans l'ADN des Italiens, ils s'y sont mis 3 fois. Mais à un moment, c'est une solution politique à un blocage institutionnel. Il est possible que si Michel Barnier devait échouer, on en arrive là. Encore une fois, la plupart des groupes politiques, aujourd'hui, et pour être optimistes, ont quand même intérêt à trouver un modus vivendi. Que pensez-vous de l'engagement de la destitution du président Macron par je crois que c'est LFI qui a lancé ça. Quel est votre... Alors, d'un point de vue constitutionnel, si vous voulez, j'aime pas jouer les faux prophètes. En d'autres termes, l'article 68 de la Constitution, celui qui prévoit la destitution, il a été pensé en 2007, quand on l'a réécrit, pour que justement ce ne soient pas les constitutionnalistes qui disent « ça mérite destitution, ça ne mérite pas ». On a écrit un truc volontairement flou. Parfois, la Constitution est écrite avec les pieds et c'est involontairement flou. Là, ce n'est pas le cas. C'est volontairement flou pour laisser aux députés le soin d'apprécier quelles peuvent être les conditions d'une destitution. Si j'ai un président serial killer qui massacre des bébés chats dans sa cave, a priori, ça peut être motif de destitution ou pas. Si j'ai un président qui mène une mauvaise politique économique, a priori, ce n'est pas motif de destitution, ou peut-être que si. C'est vraiment les parlementaires qui, souverainement, parce qu'ils représentent les Français, peuvent apprécier ça. Ce qui est certain, c'est que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'aujourd'hui, si je veux destituer le président de la République, j'ai besoin de 2/3 de l'Assemblée,
de 2/3 du Sénat et du 2/3 des 2 chambres réunies à Versailles. Si je veux supprimer la fonction de président de la République, changer la Constitution, j'ai besoin d'une majorité au Sénat, d'une majorité à l'Assemblée, des 3/5 des 2 chambres réunies à Versailles. En d'autres termes, il est plus facile de supprimer la fonction de président de la République que de destituer le chef de l'État en exercice. Quel intérêt alors d'avoir lancé ça? Il fallait répondre aux affaires de Jacques Chirac au début des années 2000 à travers une réforme constitutionnelle, et en même temps on espérait que jamais on ne destitue un chef de l'État. Donc on a créé, comme on sait très très bien faire en droit constitutionnel, une usine à gaz pour que jamais ça ne puisse fonctionner. Il en va de même pour le référendum d'initiative partagée. Vous vous souvenez, le RIP sur les retraites, il vous faut 4 900 000 signatures pour lancer un référendum d'initiative partagée. Il en faut 500 000 en Italie. Et quand bien même vous réunissiez vos 4 900 000 signatures, miracle, aucun pays n'a de tels quotas, eh bien, il n'y a pas forcément de référendum. Il n'y a de référendum que si le Parlement, non pas rejette, il peut rejeter, mais refuse d'examiner le texte avec les 4 900 000 signatures derrière. Vous comprenez bien que là aussi, on a créé un truc pour ne jamais être utilisé. Le problème, c'est qu'on crée de l'espérance chez certains. Aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui, si on en croit une enquête, je crois que c'était Elab, veulent la destitution du chef de l'État. Il y avait une majorité de Français qui espéraient un RIP sur la réforme des retraites, et on leur dit que ça n'arrivera jamais. Et donc là, le jeu d'espérance-déception renforce le sentiment qu'on évoquait tout à l'heure, un sentiment de grande frustration. Et pour terminer, le quinquennat n'est pas aussi en cause? Je crois que le problème n'est pas le quinquennat. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup le quinquennat a tout changé. Oui et non. D'abord parce qu'il faut revenir sur les débats de l'époque. Le président de la République française était, avec son homologue italien, le chef de l'État élu pour le plus longtemps dans l'ensemble du monde occidental. Juste derrière, il y a le Mexique à 6 ans. Mais la norme, c'est plutôt 4-5 ans. Faire revenir ça dans la norme au vu de l'accélération du temps politique n'est pas absurde. Le problème, par rapport au phénomène qu'on évoquait tout à l'heure, vous savez, j'élis un président, derrière j'ai une abstention et il a une majorité absolue et il domine tout, et puis finalement les Français sont monarchistes et régicides. Le problème, c'est pas tant le quinquennat, c'est le télescopage des calendriers, lié au mode de scrutin qui plus est. C'est intéressant de se replonger dans les débats de l'époque, parce qu'à l'époque, le Sénat vote le quinquennat, pas de problème. Mais il rejette le télescopage des élections qui passe par une loi organique. Et ça passe par dernier mot à l'Assemblée. Les sénateurs, à l'époque, avaient tout vu. Ils avaient vu que le quinquennat, pourquoi pas, mais qu'on changeait totalement de régime par rapport à ce qu'était le cas naguère, si on télescopait les 2 calendriers. Vous changez de mode de scrutin, vous changez déjà tout. Vous décidez de décaler les présidentielles par rapport aux législatives, vous changez déjà tout. Le problème, ou la solution, n'est pas forcément dans la Constitution, mais dans des choses. Le mode de scrutin, c'est une loi ordinaire. Le télescopage des calendriers, c'est une loi organique. C'est souvent des lois infraconstitutionnelles qui produisent de manière beaucoup plus large le système politique. Benjamin Morel, on va devoir conclure, mais je vous mets là au défi en 1 minute de trouver quelque chose de positif à nous dire et de rassurant pour tous les établissements de santé qui vous écoutent. Ça, c'est cruel par rapport aux questions que vous m'avez posées. Non, il y a 2 points qui, à mon avis, doivent être rassurants. C'est-à-dire que quand vous prenez les enquêtes d'opinion, les Français ne sont pas fous. Enfin, la plupart. C'est-à-dire que l'orientation globale de l'opinion ne va pas forcément vers un extrémisme à tout crin sur tous les sujets. Le phénomène médiatique qu'on a évoqué, il reste quand même très cloisonné par rapport à un électorat qui est un électorat qui a plutôt de bons réflexes sur tout un tas de sujets, se pose souvent les bonnes questions. Le problème est la traduction politique de ces mises en jeu électorales. Le deuxième élément, c'est que quoi qu'il arrive, et je sais que pour vous c'est très important, il y aura un budget. Le shutdown à l'américaine, on s'amuse à se faire peur, ça n'existe pas. S'il y a un budget, il passera par 49 alinéa 3. Si jamais le budget ne devait pas être voté à temps, il y a des ordonnances. Si jamais il devait être rejeté, on a l'équivalent 5e République des 12e provisoires. Autrement dit, on vote mois par mois une reconduction du budget précédent. Et dans le pire des cas, mais là c'est vraiment la dystopie, il y a l'article 16 qui pourrait être justifié pour appliquer un budget par voie d'ordonnance. Donc il n'y aura pas d'effondrement économique en lien avec la crise politique. On a un grand avantage en la matière sur les Américains, c'est qu'on a prévu une constitution à toute épreuve pour éviter ça. Elle a bien des défauts, elle n'a pas celui-là. Défi relevé. Merci beaucoup. À vous. Merci Benjamin Morel.